le rôle du politique, c'est faire en sorte que les autres puissent vivre plus heureux dans la famille. Même ce matin, dans le cadre du séminaire de lutte contre la corruption, j'ai indiqué aux uns aux autres que quand vous dirigez bien votre pays, vous ne manquerez jamais de quoi vous nourrir et vivre jusqu'à la fin de vos jours. Mais si vous voulez accumuler des milliards, il vaut mieux quitter la politique. Si vous voulez accumuler des milliards, allez-y dans les affaires. Ceux qui choisissent de faire beaucoup d'argent, ils ont fait le choix. Mais si vous restez dans la politique, dans les hautes fonctions, en dehors du confort matériel qui peut être suffisant jusqu'à la vie, jusqu'à la fin des jours, si vous voulez accumuler des richesses, vous devenez un corrompu. Il y a trois choses qu'il ne faut jamais mélanger. Si vous les mélangez, vous allez tout perdre. Le pouvoir, l'avoir et le savoir. Si vous êtes un homme de pouvoir, tant que vous faites bien votre travail, vous n'allez jamais vivre la misère. Mais si vous voulez être un homme d'avoir, multimilliardaire et le pouvoir, vous deviendrez un corrompu et finalement personne ne va vous considérer. Si vous êtes un homme d'avoir, accumulez vos milliards, organisez votre vie, orientez la politique, parce que la politique c'est fait pour que les citoyens vivent mieux. Et les hommes d'affaires, c'est ceux qui font l'économie. Mais si vous utilisez votre avoir pour chercher le pouvoir, ça arrive. Mais en général, vous perdez l'avoir, vous n'avez pas le pouvoir. Et quand les gens ont le pouvoir, ils l'utilisent plus pour fructifier leur avoir, plutôt que travailler pour l'intérêt commun. En tout cas, généralement, il peut y avoir des exceptions, mais c'est ce qui est démontré généralement. C'est pour cela que beaucoup vont dans des fonctions parasitaires pour se faire beaucoup d'argent et en ce moment ils décident de faire la politique pour chercher le pouvoir. Ça c'est en Afrique. Vous ne verrez jamais le président des États-Unis, un homme politique en France, vous dire que lui il fait des ponts, il fait des puits. Un homme politique c'est un agitateur d'idées. Un chef de parti n'est pas fait pour construire des ponts. Ça c'est le début de la corruption. Quand vous venez dans un village où les gens n'ont pas droit à voir, parce que vous avez un peu d'argent, vous, chercheur du pouvoir, chef de mouvement politique, vous creusez un puits pour leur donner à boire. C'est pour qu'en retour, le jour des élections, ils se rappellent de ça. En réalité, c'est le début de la corruption. Si de cette façon-là, vous venez au pouvoir, l'expérience a montré que vous chercherez à récupérer l'argent utilisé dans ces puits et dans ces ponts-là. Mais si vous faites un bon agitateur d'idées, les gens vous comprennent. Et une fois arrivé au pouvoir, vous réalisez ça. Ça, c'est le bien public qui le fait. Ça, c'est l'avoir. Et le savoir aussi, tout le monde peut être avec vous. Vous écoutez. Mais si vous devez venir un homme de pouvoir ou d'avoir, tant que vous êtes dans votre savoir, là, vous aurez de quoi vivre jusqu'à la fin de vos jours. Le respect est là, les conseils sont là, vous serez vénéré. Mais le jour où vous voulez faire les affaires, il vaut mieux quitter votre lieu de culte. Si vous voulez le pouvoir, il vaut mieux quitter votre lieu de culte et aller sur l'arène politique avec toutes ces règles. Maintenant, les hommes d'avoir et de savoir, c'est eux qui tiennent la société. Les hommes de savoir, c'est l'esprit de la société. C'est l'âme de la société. C'est les littéraires, les philosophes, les artistes, les dessinateurs, les imams, les évêques. C'est eux qui s'occupent de l'âme de la société. Les hommes d'avoir, c'est les hommes d'affaires qui font fructifier l'économie pour que tout le monde trouve son compte.
qu'il y a un pouvoir qui ne fait pas leur affaire, ils peuvent se remettre ensemble à un moment donné pour lui dire ça suffit. On n'arrive plus à faire les affaires, la société n'arrive plus à vivre. On ne veut pas de ce pouvoir. Dans un système démocratique normal, les gens s'organisent pour aller le voter, le chasser. Mais lorsque tous les leviers de contre-pouvoir sont phagocytés, il n'y a aucune possibilité de faire intervenir la démocratie. Sauf ce que les gens appellent le vote mécanique. Mais une population qui a faim, vous partez chez ma grand-mère, elle meurt de faim. Vous venez voter, vous lui dites de voter et vous lui donnez 1 kilo de mil. L'autre lui dit de voter, il vient avec ses idées lumineuses. Elle va prendre son kilo de mil pour ne pas mourir de faim. Peut-être que vous n'avez même pas d'idée. Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est ce que j'ai appelé la démocratie DCI, dénomination commune internationale. C'est ce qu'on a fait, on fait en Afrique. Les gens cherchent de l'argent d'abord pour venir à travers la corruption chercher à prendre le pouvoir. Mais ceux qui nous poussent à ça, ils ne font pas ça chez eux. Est-ce que vous n'avez jamais vu Macron dire qu'il a fait des puits avant d'être président? Ou un président des États-Unis dire qu'il est allé dans un village acheter des céréales pour avoir des élus? Ça, c'est le rôle de l'État. Mais chez nous, on mélange tout. Aussi longtemps que dans un pays, le pouvoir, l'avoir et le savoir, on les mélange, en général, tout le monde se plaint. Les politiques se plaignent, les hommes d'affaires se plaignent qu'on leur fait la concurrence déloyale, ceux qui s'occupent de la vie spirituelle de la société se plaignent, parce qu'ils ont beau prêcher les valeurs, les bonnes valeurs, ils ont beau tout faire, rien ne bouge. C'est ça la réalité. C'est pour cela que on parle tous de Malikoura, la refondation. C'est tout refaire et que chacun fasse son travail. Vous venez effectivement à la fin de votre intervention féliciter les militaires, mais il y a 4 ans, les 90% des Maliens étaient sûrs qu'on ne va jamais arriver à Kidal. Jamais. J'ai rapporté ici à un de mes amis que depuis 2015, moi je rencontrais tous les vendredis un responsable d'un mouvement. Tous les vendredis. Je lui ai dit qu'il y aura un jour où des enfants, je ne sais pas, vont surgir. Notre génération ou non, mais on ne peut pas rester comme ça. Il faisait la liaison pour moi avec d'autres qui réfléchissent. Quand je suis devenu Premier ministre, dès que je suis rentré dans mon bureau, il y a 2 actes que j'ai posés. Le premier, c'est qu'il y avait un ordre de mission du ministre de la Défense depuis des mois qu'on a refusé de signer, je ne sais pas pourquoi. Parce que le ministre de la Défense, c'est le Premier ministre qui donne les autorisations pour les missions. J'ai signé son ordre de mission. La deuxième chose, j'ai appelé la personne. J'ai fermé les bureaux, j'ai dit, bon, maintenant, comme on dit en Bambara, Wati sera. Comment on va faire? Est-ce que vous connaissez d'autres? Comment s'organiser pour faire en sorte que finalement, ceux qui sont là, on les aide politiquement à libérer le pays? Parce que tant que ce n'est pas fait, moi de longue date, j'étais convaincu que ce n'est pas pour libérer le pays. Parce qu'en 2013 déjà, quand tous les Maliens espéraient sur les forces internationales, tous les Maliens que j'ai demandé, qui ont participé à ces organisations, ils m'ont dit faites tout pour ne pas accepter cela. Parce que si ça se fait, c'est fini. Mais on était pris à la gorge. On a accepté. Et dans l'esprit collectif des Maliens, les forces internationales venaient pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Et quand vous lisez les résolutions des Nations Unies,
avant la mise en place des forces internationales. C'est exactement ce qui transparaissait. Mais il n'y avait que les diplomates et autres qui savaient qu'en réalité, les forces internationales ne viennent pas pour combattre, elles viennent pour s'interposer. Donc on a vendu aux Maliens une marchandise dans une enveloppe sur laquelle était écrite « Défendre le Mali ». À l'intérieur, la marchandise était écrite là-dessus « Force d'interposition ». Et les Maliens se sont retrouvés avec une enveloppe dans laquelle il y a une marchandise qui n'est pas consommable. Et nous nous sommes retrouvés avec l'insécurité qui était confinée à l'extrême nord du Mali, qui a pris par prendre les 80% du pays. Et au même moment, les forces armées nationales et internationales sont allées jusqu'à 50 000. Le terrorisme s'étendait. Il y a même un président africain, je l'ai interpellé récemment, parce qu'il a dit exactement ce qu'il a dit il y a 3 ou 4 ans, parce que beaucoup d'hommes politiques, c'est ça leur problème. Ce qu'ils disent aujourd'hui, dans 2-3 ans, ils disent le contraire. Font tchou et tcha, comme on dit chez nous. Ils disaient qu'on ne peut pas comprendre qu'au Mali, il y a 50 000 forces armées et que le terrorisme s'étend. Le même, je l'ai entendu dire récemment, mais le Mali demande à la MINUSMA de partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire si la MINUSMA part? Ils ne pourront rien. Ils seront en danger. Bon, voici pourquoi les gens ne respectent pas les hommes politiques souvent. La même personne. Donc, on se retrouve dans un pays, on ne peut pas faire les affaires. On n'est pas en sécurité physique. Il n'y a qu'un petit noyau de gens que j'ai appelé l'oligarchie qui a pris le Mali en otage. Des hommes politiques, des militaires, des hommes d'affaires, des juges, des administrateurs, des citoyens, une minorité. Ils sont très riches. Ils vivent comme ils veulent. Ils ont des comptes bourrés. Ils transfèrent des grosses sommes. Ils les transportent dans des sacs, dans des avions. Des transferts de 800 millions pour un fonctionnaire. D'autres ont 3-4 passeports. Quand ils se baissent, le passeport qui tombe dont ils ont besoin, ils s'en servent. Ils occupent des fonctions stratégiques. Ministre de la Défense, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Quand leur mission finisse, ils prennent le deuxième passeport, ils rejoignent les deuxième nationalités, on leur offre des places là-bas, tant pis pour les autres. Mais lui, il a rempli ses comptes. Il a arnaqué des hommes d'affaires. Il est parti. L'insécurité continue. Jusqu'au jour du réveil brutal. Quand nous allons nous réveiller et trouver qu'il n'y a plus de solution. Le pays est désintégré. Ça serait la raison du plus fort. Nous avons vécu ici au Mali cette période-là, de désordre, pendant des siècles, où le plus fort fait ce qu'il veut. Après, on nous a colonisés. C'est exactement le sort qui était prévu pour le Mali. Et quand j'ai expliqué ça à mon ami là, vous savez ce qu'il me dit? Je l'ai raconté plusieurs fois, mais je le dis à tout le monde pour que tout le monde sache comment l'équipe là fonctionne. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, tu sais mon ami, je crois que, comme on dit en Bambara, Ebikoum fait quoi? C'est-à-dire tu es un rêveur. Il me dit, le Mali là ne sera plus jamais unifié, comme vous pensez. Jamais dans la vie. Il me dit que c'est un haut responsable qui lui a dit ça depuis 2016. Il lui a dit, préservez vos vies, ne vous tuez pas pour rien. Un président va finir, un autre va venir, jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive. En réalité, ce qui était prévu, peut-être toute cette génération va partir, même la vôtre, même les plus jeunes. Il y aura des jeunes générations, de jeunes qui aiment être des bons vivants, voyager, plusieurs passeports, des connaissances à l'extérieur,
mais qui ne connaissent rien de l'histoire, qui cherchent juste la jouissance. Mais quand vous avez affaire à une génération comme ça, mais c'est facile de faire ce que vous voulez du pays. Sur 20 millions de personnes, quand vous avez 1000 personnes à votre disposition comme ça, vous maîtrisez le pays, vous exploitez tout, vous amenez là où vous voulez et vous leur donnez de quoi vivre et voyager, le pays est soumis. La réalité, je l'ai dit, ça ne pourra pas marcher comme ça. Et il m'a confirmé que lui ne croit pas le Mali peut être comme il l'a été. Je lui ai demandé s'il croit réellement. Et pourquoi donc on se rencontrait tout ce temps? Non, qui se gênait de me dire. Et qui t'a nini, tu fais ton temps et bitaga. Parler trop, le Mali ne changera jamais. Il a quitté mon bureau. J'ai effacé son numéro de mon téléphone. Parce que je me suis dit, vous savez, quand vous voulez affronter des grandes tâches, si quelqu'un vous démoralise, il est pire qu'un ennemi. Dans l'armée, comme un président s'est levé en Afrique pour dire à ses soldats, il ne faut pas vous battre, les autres sont plus forts que vous, ils sont plus aguerris. En fait, dans la guerre, ça c'est les gens qui démobilisent les troupes. Il est parti à tout. Je dis, c'est quelqu'un qu'on a raté récemment avec les drones d'ailleurs. Il était dans les mines, parce que vous savez qu'il y avait des mines au nord, où des milliers de Soudanais et de Tchadiens sont là, on exploite. Il y a une administration parallèle, il y a des mosquées, des écoles, des papiers en tête, on distribue des terrains. On fait ce qu'on veut. Et il y a des liaisons à Bamako. Les membres de l'oligarchie s'en donnent à cœur joie. Les militaires meurent, on les met dans les fosses communes. Les opérateurs économiques, ceux qui ont les moyens voyagent, ceux qui n'ont pas les moyens, ils prient Dieu, ils attendent. Et la situation s'arrange. Mais les gens ne croyaient plus qu'on peut aller à Kidal. Même le jour où on faisait les assises nationales, il y a des Maliens qui ont été à Kidal, qui se sont fait filmer. Le jour où les mouvements armés ont dit qu'ils refusent que l'État fasse les assises nationales. Il y a des Maliens qui ont été se montrer avec les mouvements armés pour nous expliquer qu'eux, ils connaissent le Mali. Ils ne connaissent rien du tout parce que ce n'est pas leur travail. Le jour où les assises se tiennent. Et ce n'est pas n'importe qui. Vous avez des grands intellectuels ici, des grands hommes politiques qui ne croyaient plus en cela. Nous avons eu la chance historique d'avoir par un heureux hasard de circonstances des Maliens qui ont répondu à l'appel de l'histoire. On a dit qu'on arrête ce processus. Il faut inverser les tendances. Au début, beaucoup parlent des assises nationales, mais au début, il y a peu qui croyaient. Beaucoup ont dit d'ailleurs que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Finalement, on les a tenus. Et c'est devenu aujourd'hui la feuille de route de tout le monde. Parce que tout ce que vous décriez là, je vous assure qu'on le dit depuis des années. Si on ne change pas de paradigme, ça ne marchera pas. Et comme vous l'avez si bien dit, il fallait inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. Pour prendre l'intégrité du pays, affirmer l'autorité de l'État dans toute sa plénitude et sur tous les territoires. Réaffirmer l'intégrité et la souveraineté du Mali partout. Et puis, que les citoyens exercent leur religion comme ils veulent. Je vois des gens qui disent que nous sommes musulmans, on veut imposer l'islam. Mais l'islam est chez nous depuis 1000 ans. Ce n'est pas des illuminés qui vont venir dire qu'ils vont nous apprendre l'islam, par la force. Quelqu'un qui vend la drogue, il ne fait rien, il ne se lève même pas, il tue tous les jours des gens. Il peut nous dire que c'est l'islam comme ça. Mais tout le monde s'est résigné. La résignation et la sidération